le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Bob Belanca. Bob débute sa carrière dans les années 1980 comme animateur de radio locale. En 89 puis en 98, il travaille pour Skyrock sous le pseudonyme de Bob Le Cinglé. Notamment avec l'émission Bon Appétit, le midi réalisé par Anthony Plaine de 93 à 94, il crée par la suite l'émission radio à succès Bob vous dit toute la vérité. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Bob. Bonjour. Merci de m'accueillir. Alors aujourd'hui, je suis de retour à Paris. Comme tu le sais, on est en train de réaliser un documentaire qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous ? Documentaire qui m'amène à faire plus de 100 000 km là autour de la planète. Et donc pour moi, c'était fondamental de te poser cette question. Et oui, alors c'est quoi le bonheur pour toi ? Déjà, le bonheur pour moi, c'est la liberté. C'est d'être insoumis. Je crois que les gens se sont souvent battus pour être libres. Je pense que ça commence par là, le bonheur, c'est-à-dire être responsable de son destin, ne pas être sous le diktat de qui que ce soit. Déjà, ça passe par la liberté. On voit aujourd'hui, malheureusement, dans des pays comme la Syrie où c'est compliqué d'être heureux, puisque quel que soit le régime en place, les gens sont malmenés et maltraités. Donc déjà, ça, je pense que c'est primordial, c'est la liberté. Je crois que depuis toujours, les gladiateurs se battaient ou s'entretuaient pour avoir la possibilité d'être libre un jour. Je pense que c'est ça. Je pense que quelqu'un qui est enfermé, que ce soit dans une géole ou que ce soit dans sa vie ou dans un régime, il n'est pas très heureux. Donc voilà, pour moi, la base du bonheur, c'est la liberté. Voilà. Après, il y a plein d'artifices au bonheur. Il y a le bonheur, c'est aussi déjà partager, parce que je crois pas qu'on puisse être heureux tout seul. Il y a bien des gens solitaires qui disent je suis heureux. Je pense que quoi qu'il en soit, quand tu rentres le soir tout seul, que tu te poses des questions, seul dans ton coin, je suis pas sûr, même si tu es sur une plage superbe ou face à l'Everest ou le paysage que tu auras choisi, je pense que toutes ces choses-là sont bien quand elles sont partagées. Moi, j'ai la chance d'être avec une femme depuis 25 ans, qui est mon bonheur, donc voilà, qui m'a apporté aussi des enfants, et voilà, mon bonheur. En tout cas, le mien, il passe aussi d'abord par le leur, quoi. Donc ça, ça peut être un peu pris pour de l'altruisme à 2 balles, ce que je dis, mais je ne peux pas être heureux si mes enfants ne le sont pas ou si ma femme ne l'est pas. Donc parce que je pense que quand on est une famille, on fait un bloc équipe. Donc voilà, et ce bloc équipe, il est primordial. Dans celui-ci en tout cas, que tout le monde s'épanouisse. Alors, c'est pas simple tous les jours, donc voilà, souvent c'est compliqué, surtout quand les enfants deviennent ados. Bon, maintenant ils seront plus grands que ça, mais donc on dit petits enfants petits problèmes, grands enfants grands problèmes, mais non, mais je crois que c'est ça le bonheur, c'est l'idée de se dire qu'il y a quelqu'un qui pense à vous quelque part. Moi je suis toujours fasciné. Alors, j'ai écrit pas mal de chansons, j'ai écrit 2 romans d'amour, voilà, parce que je pense que l'amour est essentiel au bonheur. Alors, pas forcément l'amour charnel, ou l'amour avec un grand A, mais déjà l'amitié est une forme d'amour. Aimer déjà quelqu'un, ça fait partie du bonheur. Voilà, c'est primordial, avoir le cœur qui vibre, se faire du souci pour quelqu'un. Ça veut dire qu'on l'aime. C'est l'inquiétude parfois est synonyme de bonheur, parce que quand la personne arrive, alors qu'on l'attend depuis 3 heures, c'est un vrai signe de bonheur. Donc voilà, le bonheur, pour moi, c'est tout cela. C'est peut-être se détacher aussi d'un certain consumérisme. Aujourd'hui, on est malheureusement face à
à une société qui nous oblige à avoir le plus grand écran plat, le dernier iPhone, la dernière belle voiture, etc. J'ai été comme ça. J'ai voulu tout de suite, tout le temps. Et puis, j'ai gagné beaucoup d'argent. J'en gagne beaucoup moins aujourd'hui avec BTLV, mais c'est pas très grave. Mon bonheur, ça a été justement de me libérer de ce carcan médiatique dans lequel j'étais. Puisque j'ai été, moi, pendant 33 ans dans tous les médias possibles et inimaginables, toutes les grandes maisons de radio, toutes les grandes maisons de télé. Et le fait d'être libre aujourd'hui, ça a remplacé tout l'argent que je pouvais gagner en étant complètement angoissé à l'idée de me dire est-ce que je vais être signé la saison prochaine, est-ce que mes audiences vont être bonnes, est-ce que je plais à un tel ou un tel. Et puis vous savez, moi ça fait 33 ans que je suis soumis au public, et le public est sévère, c'est-à-dire que c'est souvent les gens qui vous aiment pas qui vous écrivent, donc et c'est souvent difficile à accepter, parce que quand on s'expose, on se met à nu. Moi ça fait 33 ans que je m'expose. Moi je suis assez admiratif des gens comme moi, parce que c'est pas simple de dire regardez, écoutez-moi, puis d'ailleurs on pourrait me dire mais pour qui tu te prends pour dire écoutez-moi, donc voilà. Mais bon, c'est mon métier, m'exposer à la radio, à la télévision, et c'est difficile quand vous lisez un papier dans la presse, parce qu'il y a de niveaux, il y a la critique du public, il y a la critique de la presse aussi, et quand vous lisez un papier et où on vous dit qu'on vous aime pas, donc et on se demande pourquoi, donc c'est très difficile. Et puis on est dans un métier et ça je m'en suis libéré aussi, où on a passé des castings et des castings et des castings pour telle émission, et puis on vous dit 90% du temps non. Donc c'est compliqué, et ce bonheur de 10%, il est difficile à atteindre. Et quand aujourd'hui, en créant ce que j'ai créé, BTLV, télé, radio, etc., je m'en suis sorti de ça, parce qu'aujourd'hui c'est moi qui décide. Donc ça c'est plutôt cool, et je décide de ma vie. Et ça, je pense que c'est, encore une fois, ça revient à ce que je disais au tout début, à la liberté. C'est-à-dire que la vraie liberté, c'est de pouvoir avoir le choix. Voilà. Le choix, c'est pas une question de... Alors, je vous cache pas que l'argent contribue au bonheur, hein, j'en suis persuadé, parce qu'aujourd'hui, on l'a fabriqué, c'est l'homme qui a fabriqué l'argent. L'argent est une énergie, elle est bonne ou elle est mauvaise, mais voilà, le seul véritable avantage de l'argent, c'est d'avoir le choix, c'est de se dire, je peux manger, je peux partir en vacances, je peux répondre présent quand mes enfants en ont besoin. Dans cette société, moi je rêve d'une société où l'argent est banni, il n'existe plus. Je pense que c'est absolument dingue aujourd'hui, quand on regarde la planète un peu de loin, avec les images de l'ISS par exemple, de se dire que on a complètement vérolé la vie sur Terre. C'est-à-dire que on est sur un petit caillou qui ressemble à rien au milieu du néant, du froid, de l'inhospitalier. Il y a une vie luxuriante incroyable sur la planète qu'on est en train de détruire petit à petit, malheureusement. Et on s'est fait un système féodal complètement dingue, où on est tous en soumission, à part une certaine oligarchie, une petite oligarchie qui profite du système et qui ne ressent rien, quel que soit le tsunami. Eux ont toujours leur salaire, leur belle maison et leur belle voiture. Donc ça, ils sont une petite minorité à vivre ça. Mais aujourd'hui, moi je suis terrien, et c'est hallucinant. On me dit, vous voulez habiter ici, il va falloir que vous payiez ce lopin de terre, alors que la terre devrait être gratuite pour tout le monde. Il n'y a pas de raison que... Voilà, à qui elle appartient cette terre? C'est-à-dire que la planète, il y a des gens qui se sont dit, elle va appartenir à des gens. On s'est complètement rendu prisonnier de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont mettre 2 millions d'euros pour acheter un appartement, mais ça devient dingue, quoi. Ou qui vont acheter un lopin de terre pour 500, 600 000 euros, ou même plus parfois. Donc, mais on est tous propriétaires de notre terre. On est tous propriétaires de ce petit caillou. Et au lieu de vivre en harmonie, au lieu de se dire, les gars, il n'y a pas besoin d'argent, quoi. Si on n'est pas con, on a tous des compétences. Pourquoi pas les mettre au service des uns et des autres, et on casserait le système. Alors, c'est complètement utopique ce que je dis, parce que c'est juste un rêve fou. Peut-être qu'un jour, après un cataclysme, ou la fin de cette civilisation, peut-être que d'autres reviendront, mais on a déjà eu des fins de civilisation. On a eu Rome, et en fait, le problème, c'est que c'était déjà comme ça, et on a recréé la même chose. On le voit bien avec les nouveaux pays émergents, on voit avec la Chine, on voit avec l'Inde, c'est-à-dire que
sont des gens qui étaient pauvres ou sous une dictature pour la Chine, et puis la démocratie s'installe. Et en fait, la démocratie, elle devient très vite une oligarchie, parce qu'il y a des gens qui décident. Et puis, la nana, le premier truc qu'elle va vouloir, c'est pas de se dire, tiens, je vais pouvoir vivre sans haine, sans pression, mais c'est le nouveau Vuitton. C'est-à-dire que c'est hallucinant. C'est-à-dire que moi, je suis scotché de voir que devant Louis Vuitton à Paris, il y a la queue, quoi. Enfin, je suis effrayé. Je me dis, c'est hallucinant. Ouais, je comprends. Mais il y a aussi un côté positif que toi, tu dois avoir à travers ton émission. On parle de changement de paradigme. On dit que justement, on est en train de switcher là tout doucement, qu'il y a des prises de conscience qui se font de manière peut-être plus importante. Alors bon, c'est sûr que c'est peut-être pas à l'échelle globale et ça concerne pas tout le monde, mais malgré tout, ça arrive. Je pense que tu le vois, non, à travers ton émission. Je sais pas si je le vois. C'est ce que je dis toujours. Je dis, moi, j'ai des milliers de personnes qui nous écoutent tous les mois, des centaines de milliers qui passent sur le site, donc ce sont des gens qui sont intéressés par autre chose que ce qu'on veut bien nous imposer, mais malgré tout, je suis pas sûr qu'il y ait ce vrai changement. Je pense que c'est un fantasme encore. Il est pour nous un fantasme. Moi, je rêve que ce changement intervienne. Je suis pas sûr que le peuple soit prêt à bouger. Aujourd'hui, on voit bien les gens, quand il y a une élection, ils vont remettre leur petit bulletin dans l'urne. On a eu 5 ans, Sarkozy, il n'est pas sûr que ce soit pas notre prochain président. Donc le mec, il revient vierge de tout dans la prochaine élection. Il se présente aux primaires sans aucun problème. On voit bien qu'on a un président de la République aujourd'hui qui s'est fait élire sur moi président-je. Et puis finalement, sur le moi président-je, il n'y a pas grand-chose de ses promesses qui a été tenu. Mais voilà, je suis pas sûr qu'il y ait un vrai changement. Vous savez, le changement, c'est vraiment, il passe par l'humain, et l'humain, aujourd'hui, le problème, c'est un peu comme les privilèges. C'est-à-dire qu'en fait, il faut abolir les privilèges, mais pas les miens. Ouais. Donc voilà, c'est un peu le problème, donc c'est compliqué. Je crois qu'on a une vraie envie, je crois qu'il y a une petite partie de la population infime qui dit oui, il faut changer, mais quoi qu'il en soit, le problème, c'est difficile de changer une société qui ne change pas. Moi, je veux bien dire, on va changer, on arrête la société de consommation, sauf qu'on est piégé. Le problème, c'est que tu es obligé d'aller au supermarché pour manger, tu es obligé d'aller... Tu crois pas qu'il y a des solutions alternatives ? Ah ben je suis persuadé, sauf qu'elles ne sont pas imposées aujourd'hui. Ah ouais. Aujourd'hui, regarde, tu dis alternative. Moi, je suis un média alternatif. Et alternatif, aujourd'hui, c'est soit t'es beatnik, soit t'es complotiste. Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Donc voilà, c'est un peu le problème. Aujourd'hui, moi qui suis dans les médias, moi, quand on parle de moi, on dit « Ouais, Bob, le mec avait les petits hommes verts. » J'ai jamais vu un ovni de ma vie. Hein. Mais le fait d'aborder ces sujets, le fait l'étiquette, quoi. C'est l'étiquette. La France, elle paie des étiquettes et du fromage. Hein, donc voilà. C'est vrai. Et c'est dramatique pour ça. Alors moi, j'ai peut-être une solution à ça. Je sais pas si tu es au courant, mais on est en train de créer une école alternative pour les enfants. On parle d'alternative. Il y en a plein déjà des écoles. Ouais, il y en a plein. Il y en a 700 en France. Il y a Montessori, pardon. Ouais, Steiner, Freinet, etc. Ouais. Bon, nous, c'est encore un peu différent. C'est inspiré de ces courants. Parce que mon constat, justement, c'est que c'est un peu le tien. C'est-à-dire, je me dis, OK, il y a un mouvement, il se passe quand même des choses, mais il faut peut-être 3 générations pour que vraiment on change de système, quoi. Donc je me dis, a priori, tout part de l'éducation, quoi. Ouais, donc pourquoi pas proposer un autre modèle que ce que l'éducation nationale propose, quoi. Ça permettrait peut-être de gagner un petit peu d'avance, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses ? Le problème, c'est que si tu veux, ces écoles-là, souvent, elles valent de l'argent, et que c'est toujours les mêmes qui peuvent changer. C'est-à-dire que le problème de Montessori, c'est pas gratuit. Donc fatalement, les gens qui veulent rentrer dans ces écoles, il faut qu'ils soient dans certains niveaux. Moi, j'ai un enfant hyperactif, donc maintenant qu'à près de 19 ans, mais toute sa scolarité a été compliquée, rien n'était adapté. Souvent, les enfants hyperactifs ont des QI qui sont assez importants, donc ils se font souvent chier, et ils n'ont pas forcément des bonnes notes, hein, donc voilà, mais là, il a eu son bac, etc., donc c'est plutôt cool. Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir un peu d'argent, donc de pouvoir m'en occuper. Mais il y a plein d'enfants hyperactifs, par exemple, qui finissent en maison de détention parce que la limite entre l'excitation et la connerie, elle est faible. Donc c'est toujours pareil, c'est-à-dire que soit on va changer véritablement en profondeur les choses et que le petit de banlieue, lui qui est excité aussi, il puisse peut-être s'épanouir dans une école alternative. Mais aujourd'hui, tant que ce sera alternatif, la société ne changera pas. Alors moi, je pense pas, justement parce que j'ai réfléchi à ça. Ouais. Et en réalité, je crois que ce qui pêche, c'est le modèle économique. Parce qu'une école, finalement, c'est une entreprise. Et je suis d'accord avec toi, Montessori, Steiner, Freinet, ça coûte trop cher, c'est réservé à une élite. Ce que j'appelle une élite, ouais. Créatif culturel, bourgeois bohème, CSP+, etc., quoi. Et donc, je me suis dit, il fallait réfléchir justement à un nouveau modèle économique. Donc, nous, on a réfléchi à ça. Bon, on est en train de la lancer, donc je te dirai d'ici quelques années si ça fonctionne. Mais l'idée, justement, c'était d'ouvrir les portes et de dire, voilà, ça va être accessible à tout le monde, quoi.
Ah mais moi je suis intimement convaincu que tout passe par l'éducation nationale. Le vivre ensemble, il commence par la petite enfance, par l'école. C'est moi j'ai été élevé dans des banlieues, dans des cités. Je viens d'une famille totalement modeste, fils d'immigrés, pieds noirs, sicilien. Vraiment, moi j'ai du sang. J'ai une grand-mère éthiopienne, juif depuis voilà. Et pourtant je ne le suis pas. Je suis agnostique, tu vois ce que je veux dire. Donc je crois en moi et en ma famille et peut-être en une force, mais je veux pas dire qu'elle s'appelle Dieu, etc. Mais j'avais mes copains, c'était des Noirs, des Arabes. Enfin, je me posais pas la question. Puis moi, j'ai fait du sport. Non, vous prenez une équipe de foot, c'est toutes les couleurs, c'est toutes les races, c'est toutes les cultures, et on va essayer de gagner le match, voilà. Et je trouve que voilà, et ça passe par là. Mais maintenant, le problème, c'est que vous interdisez à l'un de vivre sa religion, à l'autre de la stigmatiser, et tout d'un coup, ça fait des tensions. Vous obligez les mômes qui sont musulmans à manger du porc, ou aux juifs à manger du porc, voilà. Et puis, enfin, c'est toujours pareil. Mais c'est pas que nous, hein, c'est tout le monde qui est comme ça. Un gamin juif qui amène une goye, entre guillemets, je déteste ce mot, mais voilà, donc une non-juive, et qui dit à ses parents je l'aime et je veux l'épouser, c'est compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Donc et on s'est tous mis dans toutes nos religions, alors que normalement la religion a été créée pour le vivre ensemble et pour il faut s'accepter. Aujourd'hui, on voit bien que les principales guerres, on revit la guerre de 100 ans, là. C'est-à-dire que là, en ce moment, le monde s'embrase à cause d'une certaine idée de la religion, d'une certaine idée de Dieu. C'est ça et le vivre ensemble, effectivement, il passe par l'école. Mais pour qu'il passe par l'école, il faut que tout le monde puisse avoir accès à cette école. Évidemment. Voilà. Ouais, c'est évident. Ouais. À travers toutes les personnes que tu interviews ou que tu rencontres, est-ce que t'en viens pas à te dire quand même qu'il y a, je sais pas, qu'on a cette capacité justement à pouvoir créer le changement, parce qu'on sait très bien que ça va pas partir des politiques, c'est évident. Ça va pas partir des autres, ça va partir de nous. Ah, ça partira de la base, oui. On est bien d'accord. Est-ce que tu penses que c'est possible malgré tout? Parce que tu as accès quand même à des personnes qui sont... Moi, je pense que si tu veux, on a tout en main. Ouais. On a mais l'homme est fabuleux. Parce que la machine humaine, elle est juste grandiose. On a une conscience fabuleuse. On a une énergie. On a de la vibration. On crée. On a tout. Sauf qu'encore une fois, le peuple est un mouton. De Gaulle disait les Français sont des veaux. Il aurait pu dire les terriens sont des veaux. Les gens ont besoin de leaders. Aujourd'hui, je prends toujours cet exemple du ski quand vous êtes à 10 ou 12. Voilà, il y a toujours un mec qui dit « Suivez-moi, je connais, on va par là ». Et s'il n'y a pas ce mec-là, c'est le bordel. Voilà, tout le monde s'éclate et on ne sait pas où on skie. Oh, fait chier, machin. Voilà. Cet exemple-là, il est assez symptomatique de la société. Les gens ont besoin de leaders. S'il n'y a pas de leader charismatiques qui prennent pas le pouvoir, mais qui est la volonté de monter sur une marche en disant écoutez, suivez-moi. Mais après, on en revient au pape, on en revient à des leaders d'église, etc. Le problème, c'est que le peuple, il est feignant. Encore une fois, il dit c'est comme face à la maladie. Oh, ça arrive qu'aux autres. Voilà. C'est pas du pessimisme, mais je me dis qu'effectivement, ça ne peut passer que par le peuple. Malheureusement, le peuple, s'il n'y a pas un électrochoc. Voilà. Aujourd'hui. Tu crois en l'électrochoc, quoi. Ah, mais je crois à mort à l'électrochoc parce que malheureusement, aujourd'hui, on a tout fait pour endormir le peuple. Aujourd'hui, on fait des leader price, on fait des Lidl, on fait des marques de repères, de je sais pas quoi. Parce qu'en fait, la Révolution française est arrivée parce qu'il n'y avait plus de pain. On connaît cette fabuleuse phrase de Marie-Antoinette, reine, le peuple a faim, il n'a plus de pain, ben il n'a qu'à manger des brioches. Donc voilà. Comment une reine ait pu dire ça, et pour pouvoir faire en sorte que le pain soit toujours là, on a créé des chaînes de malbouffe et de restaurants ou de supermarchés à bas prix. Aujourd'hui, on peut très bien nourrir une famille de 4 personnes pour presque rien. Vous allez dans les trucs, mais il faut voir la gueule du jambon, il faut voir la gueule du fromage, il faut voir la gueule de tout ça. Mais on donne encore à manger au peuple. Le peuple ne se soulèvera ou aura peut-être envie de notre paradigme le jour où il aura faim et il ne pourra plus nourrir sa famille. On face au mur, quoi. Mais c'est l'homme qui est comme ça.
tant qu'on a à manger, tant qu'on peut arriver à regarder TF1. Vous savez, moi, je suis triste. Je regarde c'est TF1 encore qui fait la plus grosse audience en France. Quoi. Évidemment. C'est triste. Quoi. Les gens ne lisent pas beaucoup. Ouais. Les gens, vous savez, on a France Culture en France, France Inter, ou la 5 et Arte. Il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent ces chaînes. Quoi. Donc voilà. Les gens disent tous, individuellement, il faut que ça change. Ouais. Qu'est-ce que tu fais pour ça? Ah ben je vais voter. On voit bien, ça fait 40 ans que ça marche pas. Donc il faut peut-être changer, il faut peut-être faire autre chose. Est-ce que tu es prêt à te prendre en main? Ok, est-ce que tu veux monter sur les barricades? Non, parce que de toute façon, si vous passez pas par les barricades, ça ne marchera pas. Moi, je suis persuadé, malheureusement, qu'on va être obligé d'aller au conflit. Ah, carrément. Bah oui, parce que quand on a fait les grands changements, 68 ça a été un conflit. Regarde, on a parlé, on a eu des gens, les bonnets rouges, ils voulaient pas de ces trucs sur les autoroutes. Là, voilà, les gens se sont mobilisés. Je pense que la mobilisation, mais dans le bien aussi, quand tu as eu la manifestation sur Charlie, voilà, on voit que le peuple, quand il est puissant et qu'il se réunit, il a un vrai égrégore. Voilà, de revendications. Le problème, c'est que chacun individuellement, mais on a déjà du mal à parler à notre voisin, c'est-à-dire qu'on n'est pas bonjour aux voisins. Mais est-ce que c'est pas plutôt français ce que tu dis plutôt que parce que t'es amené à voyager, tu voyages souvent? Je voyage tout le temps. Moi, je suis un découvreur du monde. Moi, je redoute ma mort non pas pour ce que ça va représenter, en me disant j'aurais pas rencontré tout le monde. Okay. Voilà, donc je rêve. À chaque fois que je vais dans un pays, je suis fasciné. Je me suis retrouvé dans des bleds au bout du monde, à quatre pattes avec des gens qui étaient, mais on avait des cultures totalement différentes. J'ai eu mon fils jouer de la musique dans des souks, mais très loin des sentiers battus. Et je me dis, oh, c'est ça la vie. C'est rencontrer quelqu'un qui n'a pas la même couleur de peau que moi, qui n'est pas de ma culture et même de ma chrétienté imposée, puisque moi j'avais des parents chrétiens, donc je suis né chrétien, et pourtant le feeling passe, et on a un sourire, on a une voix, on se retourne à manger un truc, et voilà. Bah, tu trouves pas que déjà que rien que ça c'est quand même très différent de notre culture française? Oui, mais il faudrait que tout le monde le fasse, mais déjà il faut avoir les moyens de voyager, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils sont pas sortis. Moi j'ai passé 10 ans à Montargis, c'est à 150 km, même pas 110 km de Paris, il y a plein de gens qui sont jamais allés à Paris. Donc voilà. Mais tu crois pas que justement c'est un manque de curiosité, ils préfèrent regarder TF1? On peut pas considérer que ces dernières années, justement, c'est quand même, ça s'est rétréci en termes de budget. Regarde, tu prends un low cost, tu payes 50 € pour aller à Londres. Tu peux dormir avec Airbnb chez les gens, tu payes 20 €. On peut pas considérer que maintenant les finances sont un frein pour celui qui a envie de voyager. C'est peut-être plus une ouverture d'esprit. Sauf que c'est pas toi qui vas regarder forcément TF1 et qui est endoctriné par un certain système. Pas de télé, Non, mais tu comprends, mais celui qui voyage par New York District, machin, il est tous les jours à New York. Ou à Miami avec les experts, tu vois ce que je veux dire? Il n'a pas forcément envie de bouger, puis surtout, c'est une culture le voyage. C'est même pas une question de pognon, parce que c'est effectivement, moi, à 18 ans, j'ai pris mon baluchon, je me suis barré, mais t'as des gens, même avec l'argent, ils voyagent pas, et ceux qui sont, les petites gens, quand ils ont du mal à finir leur fin de mois, ils se disent pas, tiens, je vais prendre 50 €, mon Eurostar. Je suis d'accord. C'est vraiment, et on endort tout le monde. Et en fait, aujourd'hui, on a endormi toute une partie de la population en disant, vous inquiétez pas, ça ira mieux demain. Encore une fois, moi j'en veux beaucoup aux politiques parce que ce sont des gens qui sont brillants, qui sont érudits, qui ont fait des études, etc., qui sont une certaine caste, et malheureusement, en fait, ils ne sont plus, normalement, un élu est là pour représenter le peuple et les idées du peuple. Mais en fait, il ne les représente pas du tout, puisqu'il ne pense qu'à ses idées à lui, à les imposer. Et il pense que ses idées sont celles du peuple. J'adore les politiques qui disent « les Français pensent ». Mais arrête de dire, tu sais même pas ce que je pense moi. C'est évident. Quand il y a 30% des gens qui arrivent à faire élire un président de la République, parce qu'il y a un taux d'abstention monstrueux, 30% des Français, ça représente pas le peuple, quoi. Mais le drame, c'est que ces gens-là se foutent de nous. On devrait, par exemple, je pense, obliger les gens à aller voter, parce que c'est un devoir civique, et on n'aurait peut-être pas les mêmes dirigeants. Voilà. Sauf que les gens, on vous oblige vous pouvez voter blanc, mais il faut que vous arriviez avec votre bulletin blanc qui soit découpé de la même taille exacte que le bulletin qu'il y a. On ne sait pas. Moi, je ne sais pas quand je vais voter de quelle taille va être le bulletin. Moi, je vote pas. Voilà. Donc, voilà. Mais quelque part, toi, avec la radio, avec la télé, maintenant, avec tout ce que tu fais, c'est quelque part, c'est un peu de la politique, non? Non, c'est ma barricade à moi. Ouais. Voilà. Okay. Moi, j'aime pas la violence, donc
Voilà, c'est ma barricade. Comme mon slogan, c'est pour ne plus jamais dire je ne savais pas. Moi, je vous informe. Après, vous en faites ce que vous voulez, mais au moins vous saurez. Voilà, moi, je pense qu'effectivement, il y a des choses à savoir qu'on occulte, mais en même temps, ma radio, elle devrait être numéro 1 en France. Mon média devrait être numéro 1 parce que c'est de l'information sur. Moi, je m'interdis rien. C'est-à-dire que je parle d'OVNI, je parle de politique, je parle d'agroalimentaire, je parle de nucléaire, je parle de dopage, je parle de l'amour, je parle du bien-être. J'ai aucun sujet tabou, voilà. Mais je reçois plein de gens qui ne sont pas invités ailleurs. Et pour toucher le grand public, il faut passer sur TF1 ou sur France 2. Et souvent, les gens sont malmenés. Moi, je sais que je suis blacklisté aujourd'hui dans 99,9% des médias, même si BTLV est un succès. Donc les mecs, au lieu de se dire « Putain, il y a un mec sur Internet qui fait une radio où il y a des milliers d'abonnés, il en prend de plus en plus par mois. » Donc au lieu de le laisser là, allons le mettre sur un média libre grand. En même temps, j'irai plus, hein, parce que voilà. Mais j'ai même pas eu cette proposition. Enfin, c'est assez dingue, quoi. Ouais. Tu penses pas que d'ici quelques années, ça va peut-être les intéresser justement ? Ce sera trop tard. Si ça continue à Il n'y a se pas développer. besoin aujourd'hui. Le vrai média, il est sur Internet. Le seul vrai média libre aujourd'hui reste Internet, avec ses bons et ses mauvais côtés. Ça veut dire que tu vas avoir des gens qui sont extrémistes et qui vont poster des choses incroyables. Facebook, au nom de la liberté, va laisser les terroristes prôner une certaine idée de la vie et de la société. Sans interdire les profils, etc. Donc voilà, c'est un vrai média libre. Comme d'habitude, je pense que dans 10-15 ans, le paysage d'Internet aura changé. Il y a toujours la loi des 80-20, c'est-à-dire qu'il y en a toujours 20% qui restent et 80% qui meurent. Mais dans tous les cas, ça reste. Il faut absolument garder cet espace de liberté parce que ça permet à Ginette de mettre sur un blog ce qu'elle pense de ses popiettes ou de la politique de Hollande. Voilà. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, ces gens-là sont devenus leurs propres journalistes. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'épancher, ils peuvent parler. C'est génial. Donc, mais c'est fantastique. Moi, je sais que BTLV est écouté dans le monde entier. J'ai des gens à Dubaï, à Londres, à Los Angeles, à New York, à Paris, à Tunis. Il n'y a plus de frontières aujourd'hui. Le seul vrai rapprochement de la vie aujourd'hui, de la société de l'humanité, c'est Internet. Je suis d'accord. Mais vous pouvez dialoguer avec un mec qui est à Dubaï, vous ne le connaissez pas, vous rentrez en contact avec lui. Tu peux même le voir avec Skype. Exactement. Donc, c'est énorme. Et c'est ça d'ailleurs, entre ça, des Airbnb, ça permet des gens de se rencontrer. Mais ça en fait, c'est en train d'échapper aux politiques. C'est-à-dire qu'ils ne savent plus comment faire, c'est-à-dire que ça échappe aux politiques, ils se disent c'est incroyable. Oui, mais après, le problème, on l'a vu avec le printemps arabe, avec des soulèvements en Égypte, avec ce qui se passe en Syrie, chez Bachar. Donc, les gens se sont soulevés pour une autre société, sauf qu'ils ne savent pas comment la gérer. Et j'en reviens à mon skieur leader. Faut toujours, il y a un mec qui reprenne le. Et en quoi c'est dérangeant qu'il faut un leader ? Ah, mais moi, ça me gêne pas du tout. Okay. Sauf que souvent, les gens qui pensent qu'une autre société est possible, ils veulent plus de leader. Ils se disent c'est bon, les gens, mais l'homme la co-création. Ouais, mais c'est pas possible, quoi. Moi, je reçois très souvent Étienne Chouard ici, qui prône le tirage au sort, qui est une belle idée athénienne et qui a bien marché il y a quelques années. J'adore l'idée du tirage au sort, que tout le monde s'implique dans la politique, des mandats courts, etc. Je suis pas sûr que ça puisse se mettre en place. On a souvent discuté avec Étienne et je pense que ça marchera peut-être dans un siècle, 50 ans, 60 ans, quand les gens seront arrivés au bout d'un système. Aujourd'hui, on voit bien, on est dans une politique qui marche sur la tête. Enfin, moi, j'ai aucun politique aujourd'hui qui me représente, quoi. Ouais, c'est évident. Voilà. Je crois qu'il faut même pas s'y intéresser, tout simplement, à la politique. Ouais, mais ça laisse le jeu, si on va pas voter, ça laisse le jeu, la partie gagnée à des gens qui sont peut-être extrémistes, peut-être. Je sais pas, c'est un peu le discours, c'est ce que les gens disent. Je sais pas, moi, mon point de vue par rapport à ça, mais je suis pas du tout dans la politique. C'est que j'ai vraiment l'impression que peu importe ce qu'on va voter au final, pour le peuple, ça va pas changer grand-chose. Quoi qu'il en soit, ça changera peut-être pas, mais tu peux au moins l'ouvrir. Ouais. Moi, quand je vote, même si je sais que parmi les plus mauvais, celui que je vais choisir est peut-être le moins mauvais, au moins je peux ouvrir ma gueule après. Moi, je trouve que tu as plus d'impact avec ta radio et moi, j'ai plus d'impact avec ma société Néo Bien-être. Je pense que c'est plus important ce qu'on fait, l'énergie qu'on met dedans. Sur une petite majorité, sur une petite minorité. Petite, c'est plus de 100 000 personnes quand même. Oui, pour ce qui me concerne, c'est déjà pas mal. Français. Et ouais, mais bon, c'est un début. Aujourd'hui, oui, c'est un début. Et puis, on est dans une ère de mondialisation. Aujourd'hui, tu pètes à Londres, ça sent à New York, quoi. Donc voilà, et on l'a bien vu avec le 11 septembre.
tout est parti en vrille à partir du 11 septembre. Donc, même si avant, tout le monde tenait un peu et colmatait les brèches, à partir du 11 septembre 2001, ça a été une vraie catastrophe, quoi. Et on a bien vu que ces 2 tours, on a senti la fumée ici, quoi, Ouais. et l'odeur du sang ici. Donc, voilà. Et on est en plein dedans encore aujourd'hui. Donc, bien sûr que 100 000, c'est bien sûr. Moi, j'ai plus de 2 millions de mecs qui ont regardé mes émissions sur YouTube. Machin, c'est du monde, mais est-ce que pour autant, les gens d'en haut le prennent en considération? Je sais pas, mais on pose des graines. J'espère. De toute façon, sinon je continuerai pas. Bah voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est quoi l'objectif de BTLV? Non, C'est quand même. Voilà. Encore une fois, c'est l'information. Dire, C'est ça. je vous dis, voilà ce qui se passe, voilà ce qui est. Après, soyez responsables de votre destin. Mais peu de gens comprennent qu'ils sont responsables de leur destin. Moi, j'ai toujours eu cette idée en tête. Ma mère me disait toujours, paix à son âme, si tu veux, tu peux. Voilà. Et j'ai toujours eu cet adage. Je me dis à un moment donné, quand j'ai créé BTLV sur Internet, tous mes copains de radio me disaient, mais t'es fou, tu vas pas gagner une thune, c'est une catastrophe. 2 ans après, les mecs viennent me voir dire, comment ça marche, on peut investir, comment ça se passe, etc. Voilà, ça veut bien dire que quand on veut, on peut. Moi, je suis dans une énergie positive, je sais que ça va marcher, je sais que ça va marcher de plus en plus. On me le rend, je sais pas qui me le rend, mais en tout cas, ça fonctionne. Mais je crois que tu mets le doigt sur un truc, justement. C'est ce qu'il faut faire passer, c'est que tout est possible. À partir du moment où tu as de l'énergie, que tu es persévérant, que tu crois en ce que tu as envie de faire, ça fonctionne, quoi. Il n'y a pas de raison. Qui peut m'interdire quoi que ce soit aujourd'hui? Moi, je fais pas l'apologie du crime, l'apologie du soulèvement, rien du tout. Moi, je dis, voilà, les gars, je reçois un mec, c'est hallucinant. Il vous dit que, putain, en vous mettant les mains sur le corps, peut-être il y a quelque chose que... je reçois des gens qui sont des professeurs de médecine qui me disent, le vaccin, c'est peut-être pas forcément bien. Donc voilà. Qui peut m'interdire de dire je fais que juste journalisme, hein. C'est-à-dire qu'en fait, un journaliste, c'est quelqu'un de curieux. Aujourd'hui, je suis traité de complotiste, alors que dans d'autres pays, je serais juste un journaliste classique. Évidemment. Voilà. Et toi, en tant que journaliste, est-ce que tu peux prendre parti, enfin, pas forcément prendre parti, mais avoir quand même une opinion sur ce que... Ouais, j'ai mon opinion, mais après, c'est pas mon rôle de la donner. Moi, je dis toujours, voilà. Bob, vous dites la vérité, c'est dans mon émission. Je dis celle de mes invités, c'est pas mon invité. Moi, je pose des questions. Après, moi, en tant que Bob Belenka, j'ai ma propre vision des choses. Il y a des choses auxquelles j'adhère, des choses auxquelles j'adhère pas. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, que je reçois des gens de tous les côtés qui d'un côté disent quelque chose, et je vais avoir quelqu'un 15 jours après qui va dire autre chose. Mais encore une fois, je dis toujours, faites-vous votre propre opinion. Encore une fois, soyez responsable de votre instinct. Si quelqu'un dit, voilà, moi je crois en la vie après la mort parce que j'ai ressenti des choses, et si ça vous touche, ça devient votre vérité à vous. C'est pas forcément la mienne, mais c'est pas pour ça que vous devez m'en vouloir. Par contre, il y a peut-être des gens qui vont me dire, bah tu sais, ce qui se passe lors d'une TCI, une transcommunication instrumentale, une NDE, c'est peut-être quelque chose qui est dans le cerveau, qui déclenche, je sais pas, peut-être que... Alors pour ceux qui savent pas, une NDE, c'est une sortie du corps. Voilà, hein, c'est ça, en fait, c'est quand tu meurs et que tu vois fatalement ce tunnel blanc avec peut-être des formes. Les gens vivent à peu près tous la même chose. Mais il y a des toubibs qui disent qu'en stimulant une certaine zone du cerveau, les gens font des décorporations. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, au moment de la mort? Donc, il y a des gens qui ont besoin de se dire, de se raccrocher à « il y a une vie après la mort ». Il y a des gens qui vont même aller « j'ai rencontré Jésus ». Il y en a qui ont vu Marie, voilà, parce que je pense que c'est ta culture, c'est ta foi qui te fait voir des gens. Il y en a qui disent « j'ai vu mon grand-père », parce que peut-être qu'il avait des liens incroyables avec le grand-père. Et puis il y en a d'autres qui disent « j'ai vu la lumière blanche », et il y en a même qui voient des choses horribles. Donc, et toi, voilà. ton point de vue? Moi, je crois qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Je pense que je ne peux pas croire qu'on est sur cette petite boule bleue par hasard. Je pense qu'on est bien plus grand que ce qu'on veut bien nous faire croire. Je pense que déjà, on a identifié que la conscience de l'homme, elle n'était pas dans le cerveau. Donc, elle est où? Voilà, est-ce qu'elle est à côté de moi? Est-ce que finalement, c'est pas le vrai moi, cette conscience, et que mon corps est juste un véhicule? Voilà, et puis quand il sera terminé, voilà, j'irai ailleurs, sur un autre plan, dans une autre planète, sur des vies différentes. Peut-être, je ne sais pas, ce n'est qu'une supposition. Je n'ai aucune certitude, moi. Mais je pense que le jour où j'aurai des certitudes, j'arrêterai ce que je fais. Parce que, oui, parce que moi, c'est une quête
c'est une quête, ce média. C'est moi, le fait de rencontrer des gens qui ont leurs idées, leurs points de vue, c'est une façon pour moi d'avancer sur mon chemin. Peut-être que j'aurais été franc-maçon si j'avais pas fait une BTLV, parce que les francs-maçons que je reçois me disent, on cherche quelque chose sans passer par la religion. Donc, peut-être que, tu vois, alors, je ne suis pas, tu vois ce que je veux dire, mais peut-être, moi, aujourd'hui, ma franc-maçonnerie, c'est BTLV. Voilà, c'est de me dire, tiens, je cherche, j'interroge des gens, je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi lui, qui est un homme normal, équilibré, me dit qu'il a vu un ovni ? Il y a bien quelque chose, quoi. Tiens, il a vu quelque chose qui n'est pas normal. Donc, justement, à force de voir, là, si on prend le cas des extraterrestres, à force de voir des gens qui nous semblent quand même plutôt les pieds sur terre, avec des discours cohérents, j'imagine que tu as même eu des personnes peut-être haut placées, hiérarchisées dans la société. Voilà, on est d'accord. Tu as un point de vue là-dessus ? Tu te dis quoi ? Tu te dis qu'il y a un phénomène ? À partir du moment où là, on a posté il y a pas longtemps sur le site une étude de scientifiques américains et australiens qui a été publiée dans une revue scientifique célèbre. Cette certitude de ça y est, on le sait, l'univers est composé de plusieurs mondes et ils risquent d'interagir entre eux. Et dans l'article posté, il était stipulé que cela pourrait expliquer certains phénomènes anormaux, paranormaux, inexpliqués. C'est juste énorme. C'est gigantesque. Ça veut dire que c'est un pas monstrueux, sauf que personne n'a relayé, bien sûr, quelques médias comme nous. Ça veut dire que, on vient de me dire que là, il y a peut-être des gens ailleurs, dans un autre univers, dans un autre espace-temps, dans une autre sphère universelle, qui de temps en temps viennent nous voir, ou que ces deux univers, tout d'un coup, ça se brouille, et que la dame que je vois, qui est appelée peut-être la dame blanche pour certains, est peut-être une bonne femme qui se trouve sur une route, c'est un truc de dingue, ailleurs, dans un autre monde, et que tout d'un coup je vois son image, ou que l'OVNI, c'est peut-être l'avion, le 747, si tu veux, de cette société qui vit dans un autre monde, quoi. Ouais. Et ça, je crois vachement à ça. Et d'ailleurs, je tends là-dessus. En fait, d'ailleurs, je dis même pas croire, parce que je dis toujours à l'antenne que je déteste le mot croire, parce que ça veut dire qu'on acte quelque chose. C'est quelque chose que j'envisage beaucoup. Ouais. Voilà. J'adore cette idée. Ouais. De toute façon, ce truc, je peux pas croire que dans cette vastitude qu'est l'univers, tu sais, quand tu reçois un physicien, tu te dis, le mec, avant, il y avait une tête d'épingle, c'est devenu l'univers. Déjà, rien que le truc, tu te dis, ça part d'une tête d'épingle, et puis ça devient, et rien n'est matière, tout est atome, et avant, il y avait que de l'information. Tu dis, bon, les gars, arrêtez de vous masturber l'esprit, parce que là, vous me retournez la tête, et j'ai besoin juste de comprendre, quoi. Voilà, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais clairement. Ouais. J'ai vu là un article il y a pas longtemps, une page de couve dans un kiosque, comme quoi il y avait 1 milliard de planètes possibles, rien que dans notre galaxie, quoi. Alors je crois qu'il y a quelques milliards de galaxies, quoi. Ouais. Donc déjà rien que ça, c'est juste fascinant. Et puis il suffit de regarder la beauté de l'univers pour se dire que ça peut pas être tout seul, quoi. Il doit y avoir un grand ordinateur quelque part. Et puis le miroir qu'est notre corps par rapport à l'univers, c'est-à-dire que tu analyses l'univers, tu analyses notre corps, tu as l'impression que il y a des similitudes. C'est pareil, quoi. Les cellules, les milliards de cellules, voilà. C'est juste hallucinant. Tu te dis, waouh. Quand tu regardes la découpe d'un cerveau, tu as l'impression que c'est une photographie de l'univers. C'est magnifique. Tu te dis, waouh. C'est impressionnant. Tu as l'impression qu'on est le grand tout, quoi. C'est-à-dire que l'univers, c'est nous on est l'univers. C'est vrai. Voilà. Déjà, rien que le corps humain en lui-même, c'est magique. On est des super-héros, quoi. Mais tu te demandes, mais moi, je peux pas croire qu'on ait été fait, sans avoir été imaginé, parce que il n'y a pas de hasard, c'est-à-dire que chaque truc de ton corps est là, mais chaque insecte sur la Terre, chaque membre, chaque vie, elle a une utilité. Ouais. Je me dis, mais voilà, quoi, c'est pas... Comment nature... Qu'est-ce qui a géré ça, quoi? C'est-à-dire qu'en fait, la nature est si bien faite que tout a été fait comme ça. Il n'y a pas d'anomalie. Il n'y a pas une anomalie dans la nature. C'est marrant. Hein. Tu te dis, il y a un problème. Il y a un truc, quoi. Je suis d'accord avec toi. Tu vois ce que... Donc ça me retourne la tête. Je me dis, bon, j'ai l'impression qu'on est un peu plus grand que ce qu'on veut bien nous dire. Alors après, comment, quoi, je ne sais pas. Est-ce que les mondes à côté qui font l'univers sont plus avancés que nous? Pourquoi pas, ouais. Voilà, ça donne pas des pistes. Toutes ces personnes que tu rencontres, ça te donne pas des pistes de réflexion. De réflexion, oui. Ouais, mais de certitude, non. Non. Le problème, c'est que Gabin disant dans une de ses chansons, je crois qu'il en a fait qu'une, je sais que je ne saurai jamais. Voilà. Et en fait, je pense que le seul truc que je sais, c'est que
je ne sais pas. Voilà. Et je ne peux pas dire je sais. Moi, je déteste les gens qui me disent voilà, à vie après la mort, il y a ça. Bah, je crois pas, non. Vous Tu savez peux pas, tendre vers une théorie, quoi. mais vous n'y êtes pas allés, les gars. Ouais. Et puis même quand quelqu'un me dit voilà, la vie après la mort existe parce que les gens qui ont fait des NDE, donc des morts cliniques et qui sont revenus, ont dit qu'il y avait ça. Mais les gens ne sont pas morts puisqu'ils sont là. La vraie mort, personne n'est revenu parce que le mec, il est mort. Moi, j'ai perdu mon père cet été, il est pas revenu. Donc, tu vois, en tout cas, il est pas revenu physiquement. Ouais. Et il est peut-être revenu après en pensée. Moi, il n'y a pas un jour où je ne pense pas à lui. Bon, c'est vrai, il est mort le 17 juillet, donc, mais il n'est pas revenu physiquement. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc, quelqu'un n'est jamais revenu. Quelqu'un n'est jamais mort pendant 3 mois. Et puis dire, c'est bon, je suis revenu, les gars, je sais ce que c'est. C'est trop cool. C'est trop cool. Souvent, c'est bref, c'est un truc, tu vois. Je ne sais pas. Et puis même s'il est revenu au bout de 3 mois, ça veut dire qu'il n'est pas mort puisqu'il est revenu. Donc tu comprends ce que je veux dire ? Ouais. C'est très compliqué. Il y a que quand nous, on sera mort qu'on aura la réponse. Ouais, je comprends. Là, au mieux, on aura une bonne surprise. Est-ce que tu crois qu'il y a des outils à transmettre pour tendre vers le bonheur ? Les outils à transmettre pour tendre vers le bonheur... Je vais te donner des pistes. Ouais. Il y en a certains qui parlent de gratitude. D'autres disent que la méditation, ça peut être un bon outil aussi. Ouais. Certains vont te dire faire attention à ton alimentation, faire du sport, plutôt t'entourer de gens positifs, tu vois, des choses comme ça. Je crois que ça, c'est pas du bonheur, c'est du bien-être. C'est du bien. Est-ce que c'est pas la même chose ? Bah non, parce que je pense que tu as des gens qui font pas de sport, qui mangent pas forcément bien, qui peuvent être heureux. Ouais. Non, je pense que le bonheur, chacun le trouve où il... Tu vois... à sa porte, quoi. Je crois que mon bonheur n'est pas forcément le tien. Dans des gens qui vont avoir besoin de monter en haut de l'Himalaya pour dire waouh, c'est là, je suis en plénitude. Et des gens qui méditent, moi, je médite pas, j'arrive pas. Ce que je veux dire. Par contre, tu mets un bon disque de blues américain, puis je prends mon pied. À New York. Voilà. Tu vois, moi, quand j'arrive à New York, je me mets toujours un Frankie Sinatra dans les oreilles. Pour moi, je me dis là, à ce moment-là, je touche le Graal, tu vois. Moi, il y a des moments où moi, j'adore l'Asie. Je vais souvent en Thaïlande avec ma femme et mes gosses. Il y a des moments où je suis sur un rocher, et je vois la mer, le soleil qui se couche. Et je me dis, c'est ça le bonheur. Mais ouais. Donc, tu vois, j'ai pas de... Non, déjà, je pense que le bonheur, il passe aussi par un certain amour de soi. Parce que je pense que tu peux pas aimer si tu t'aimes pas. Je pense qu'il faut comprendre qu'on n'est pas seul, qu'on partage ce caillou et que la personne à côté de moi, elle a tout autant le droit d'être là que moi, quoi. Voilà, donc il n'y a pas de raison que je la fustige, que je la regarde mal, mais c'est valable pour les autres, hein. C'est-à-dire que quand je vois un mec de banlieue qui tape une petite vieille qui va, on devrait lui dire la même chose que moi je m'impose, tu vois, je veux dire. Donc voilà, et c'est peut-être parce que les gens s'imposent pas suffisamment ça, mais à tous les rouages de la société, qu'il y a des tensions partout. On connaît pas l'autre, on dit pas bonjour à son voisin. Comment veux-tu dire bonjour à quelqu'un qui est noir ou quelqu'un qui est arabe, tu vois, ou chinois? On est à Paris, dans le 13e arrondissement, il y a des centaines de milliers de Chinois, on va pas les voir. Donc les Asiates, voilà, c'est bon, ils sont leur truc. C'est hallucinant. Ouais. Moi, j'ai écrit 2 romans d'amour, dans un où je fais s'aimer un petit juif du Sentier dans les années 60, très bien né. Avec une chinoise qui, sous Mao, est née dans une campagne, etc. Pourquoi j'ai pris ce postulat de départ ? Parce que j'ai un copain qui est d'une grande famille bourgeoise parisienne et qui a épousé une Mexicaine. Il n'y avait rien pour qu'ils se rencontrent. Il n'y avait rien, c'est-à-dire qu'en fait, dans sa vie à elle et dans sa vie à lui, rien n'était écrit pour qu'un jour, ils se marient, fassent des enfants et soient heureux. Et pourtant, il s'est passé quelque chose. Et ça, pour moi, ça c'est grandiose. Et à partir du moment où on va comprendre que l'homme qui est en face de moi, je peux l'aimer, voilà, même s'il est noir, grand, vilain, moche, quasimodo, je m'en fous. On est bien plus que ça. Voilà. Et vous vous rendez compte que quand vous vous intéressez aux cultures des gens, les gens sont très ouverts. Hein. Le problème, c'est qu'on ne s'intéresse pas aux autres. C'est ça. Voilà. Vous êtes allé demander à un mec en banlieue, c'est quoi ? Pourquoi t'es malheureux ? Pourquoi ? Parce que si tu te bats, si t'en veux, si t'es violent, c'est qu'il y a un malaise. C'est que le mec est malheureux. Parce que si t'es heureux, t'as pas envie de te battre, t'as pas envie d'aller voler, t'as pas envie de violer quelqu'un, t'as pas envie de massacrer quelqu'un. Voilà. Parce que les gens, c'est une haine qu'ils ont. Alors les gens disent, ouais, mais ils ont la haine des Blancs. Ben oui, mais le problème, c'est que, est-ce qu'on va nous vers eux ?
On leur met un stade de foot en bas de la maison. Ah, ça va changer les choses, quoi. Et après, on dit tu joues au foot toute la journée. Bah oui, mais tu leur as mis un stade de foot. Donc, je sais pas. File-leur du boulot, peut-être que, tu vois. Voilà. Donc, Je sais pas, moi, quand je t'écoute, je te dis, je sais pas, moi, quand je pars de France, j'ai pas ce constat. Je trouve pas que la population, elle soit comme ça, quoi. Attention, tu sais, quand on part de France, on enjolive les choses et on embellit les choses. Moi, quand je vais en Thaïlande, j'adorerais vivre ici, peut-être. Et quand tu parles avec un Thaïlandais, il dit, il y a des problèmes, on s'en sort pas. Et, tu vois, il y en a qui mangent pas. Enfin, voilà. Je crois que moi, ma femme se fout de ma gueule à chaque fois parce qu'à chaque fois qu'on va dans un endroit, je dis j'aimerais bien avoir une maison ici parce que j'adore le Maghreb. Mes parents y sont nés, donc j'ai l'impression, j'ai pas une tête de Suédois en plus, donc ils me parlent arabe tout de suite. J'ai l'impression d'être chez moi. Je me dis tiens, j'aimerais bien avoir une maison à Ouarzazate, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'adore Ouarzazate. Je trouve que c'est une ville incroyable avec un coucher de soleil incroyable, des lumières incroyables. Bon. Mais je vais en Thaïlande, je vais souvent à Koh Tao parce que je fais de la plongée sous-marine. J'adorerais avoir une maison à Koh Tao sur les hauteurs pour dominer tout. Et pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Mais après, tu as aussi la proximité de tes enfants. Ma femme me dit, ouais, mais si on s'en va, quand nos enfants... Parce qu'aujourd'hui, mes enfants vont vivre à l'étranger. Mon fils est déjà parti à Londres. Ma fille va partir dans quelques mois à l'étranger aussi, ils veulent pas vivre en France. C'est des citoyens du monde aujourd'hui. Internet a fait que nos gosses ont envie de se bouger, d'aller voyager. Et après, la vie sans eux, ça sera difficile. C'est-à-dire que si je les vois qu'une fois par an, je serai un peu triste. Donc voilà, parce que moi j'ai envie de partager des choses avec mes gosses, donc et puis avec mes petits enfants, avec futurs, etc. Donc je les aime déjà. Regarde, j'aime déjà mes petits enfants que je ne connais pas. Donc voilà, et ça c'est important. Donc, mais je crois qu'on enjolive beaucoup les choses quand on va ailleurs. C'est normal. On n'a pas le quotidien. On est aujourd'hui dans une situation qui nous empêche d'être heureux parce que le quotidien nous emmène. Regarde, les gens divorcent, pourquoi? À cause de la quotidienneté. C'est pas qu'ils aiment plus leur femme ou qu'ils aiment plus leur mari, c'est que ce qu'ils aiment pas, c'est la quotidienneté, la routine. Alors c'est un bon sujet ça. Parce que pour moi, la plupart des gens se mettent ensemble de manière sociétale. C'est pas réfléchi. C'est parce que la société pousse. Ah, attends, si à 30 ans, t'es pas avec quelqu'un, et si à 35 ans, tu t'es pas marié ou t'as fait des gosses, t'es pas normal, quoi. Ah bon? Ouais. Ah, je trouve pas. Alors, je sais pas, à Paris, en tout cas, tout le monde s'en fout, hein. Ah ouais, c'est vrai. Attends, il y a le nombre de nanas qui ont 35 ans, de mecs qui ont 35 ans, qui n'ont pas de femme ou de mari. Ça, c'est la nouvelle génération. C'est la nouvelle génération. Et je crois que, voilà, les gens ont pas forcément ce schéma classique de la famille. C'est vrai qu'en province, souvent, les gens à 22, 23 ans, 24 ans, ils sont déjà avec quelqu'un en couple, etc. Mais parce qu'ils se font un peu plus chier, peut-être aussi. Parce qu'il y a peut-être moins de choses à faire. C'est triste. Ben oui, mais quand t'es à Tourcoing, si tu veux, il se passe moins de choses qu'à Paris. Donc tu vas à Paris, tu sors tous les soirs, tu fais la fête, quoi. Oui, mais est-ce qu'ils s'aiment? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se mettent ensemble parce qu'ils se font chier? C'est horrible. Ben parce que c'est dur d'être seul. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Être seul, ça peut pas être le bonheur. Partager des choses, c'est être le... Alors, mais c'est l'égrégore, c'est 60 000 personnes dans un stade sont plus heureux que quand ils sont... les mêmes 60 000 dans la rue, ils se disent pas bonjour, ils supportent pas leur équipe. Tu comprends ce que je veux dire? Ensemble, ils sont heureux. Seuls, ils le sont pas. Et je pense que les gens qui se disent « Ah, je vais me mettre avec quelqu'un parce que j'ai besoin de partager, j'ai besoin que le matin, je puisse parler avec quelqu'un, j'ai besoin que le soir... » Alors après, moi, je suis pas comme ça. Je pense qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Ben oui. Mais, encore une fois... le couple, c'est le ciment de la vie, quoi. C'est rencontrer l'opposé déjà. Un homme et une femme sont semblables, mais tellement différents. Enfin, et ça, c'est partager quelque chose, la vie. Enfin, ce bout de chemin qu'on va parcourir pendant 70, 75, 80 ans, 100 ans pour les plus chanceux. Moi, je me dis 110. Ouais, peut-être 110 si tu veux, mais en tout cas, si tu le fais tout seul, c'est un peu chiant, quoi. La route. Ah oui, je suis d'accord. Non, je pars juste du principe qu'il vaut mieux être avec quelqu'un que tu aimes profondément. Mais après, par amour. je comprends. Enfin, j'ai du mal à croire qu'il y ait des gens qui décident de vivre avec des gens s'ils les aiment pas. Enfin, faut être taré, quoi. Enfin, tu vois. Moi, je comprends pas les gens qui disent, voilà, la grosse conne, machin, et qui sont le soir dans le lit, quoi. Enfin, tu vois. Ah, il y en a. Bah oui, mais j'ai du mal. Mais j'ai l'impression que c'est une certaine catégorie de population qui souffre, voilà, tu sais, vraiment les petites gens, quoi, tu vois. C'est triste à dire mais en même temps, faut pas oublier qu'il y a des gens qui, de ces petites gens, s'en sortent parce que l'amour est fort. Parce que voilà, et il y a des parcours de vie qui sont extraordinaires parce que
parce que au-delà de l'argent qui manque, au-delà du confort qui manque, l'amour est présent. Je suis d'accord. Voilà. Amuse-toi si tu l'as pas déjà fait. Autour de toi, si tu as des amis qui ont des enfants, alors posez la question pourquoi ils ont fait des enfants. Tu verras, c'est intéressant les retours, quoi. Est-ce que tu as une phrase, une citation qui te suit un peu partout, que tu aimes bien? Non. Moi, c'est celle de Gandhi, tu sais, soit le changement que tu veux voir dans le monde, je trouve que ça représente d'incarner le changement, si tu veux, d'être le meilleur exemple. Ouais. Mais effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça revient à ce que je disais, sois responsable de ton bonheur et de ton destin, c'est-à-dire que tu veux que la société, elle change, commence par changer toi dans ce sens-là, donc voilà, et arrête de te morfondre. Moi, je déteste les gens qui disent il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de machin. Faudrait que j'aille en caméra cachée dans Paris. Tu tapes, allez, tu fais une avenue, je suis sûr qu'à la fin de l'avenue, tu as du travail. Ça m'étonnerait pas. J'en suis persuadé. Ouais, si tu es motivé. Dans les bars, à la plonge, n'importe où. Clair. Sauf que le problème de la société aujourd'hui, on a mis les gens dans un certain confort qui est devenu aujourd'hui un boulet. C'est-à-dire qu'effectivement, quand quelqu'un gagne 1 500 € par mois au chômage, tu lui dis tu vas gagner la même chose en faisant la plonge. Le mec, il dit t'es gentil, je reste au chômage. Tu m'étonnes, puis je m'installe à La Réunion tranquille. Voilà, et en même temps, c'est vachement bien d'avoir une sécurité parce que quand tu as des enfants et que tu es au chômage, c'est quand même bien d'avoir quelqu'un, tu as cotisé, qui te file tes 1 500 €. Mais ça, il n'y a pas une prime à l'embauche, il n'y a pas un tout ça, mais la prime à l'embauche, on ne devrait pas le donner au patron. On devrait la donner au mec en disant tu veux travailler, si tu trouves du taf, je te file un peu de thunes. Clairement, ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Donc voilà, c'est ça qui pour moi serait intéressant. Mais je suis persuadé que regarde mon fils, à Londres, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas de comment dire dans les contrats aujourd'hui, il n'y a pas le côté sécurité que nous on peut avoir dans les contrats français. Mais il est arrivé le mercredi, il a 18 ans et demi, il va faire 19 ans le 12 décembre. Le jeudi midi, il est embauché. Top. Il a fait « Bonjour, je cherche du taf, vous en avez? Pas de problème, tu commences ce soir. » Excellent. Voilà, mais il faut avoir envie de partir, de quitter sa famille, d'être seul. Bon, lui s'est dit 1 an avant de partir à la fac, je veux vivre ma vie, je veux me confronter à la vie. Bon, là, il en chie un peu parce qu'il est seul, etc. Mais voilà, mais il y a des gens, il y a du boulot. Sauf que effectivement, personne veut vider les poubelles des autres. Personne veut aller. Pourquoi on voit que des Noirs et des Arabes sur les chantiers? C'est curieux, hein? C'est dingue, hein? Ouais. Pourquoi il n'y a pas un petit fils de blanc qui Je me pose la même question. Parce que c'est compliqué, parce que ça fait pas rêver une fille. Quand vous allez en boîte, tu dis bah ouais, je suis manœuvre sur le chantier de la défense là. Ah, ça fait pas kiffer. Hein. On a mis une société où il fallait tous être en col blanc. Il fallait que tout le monde soit en costume cravate. Voilà, mais à un moment donné, mon père avait une entreprise de maçonnerie, j'ai du carrelage, etc. Même moi, quand j'étais môme, j'avais honte. Putain, parce que tous mes copains, j'étais dans un collège, un peu boubourge, où tout le monde avait son père qui était chef d'entreprise, mais dans le tertiaire, quoi. Et là, moi, j'arrivais, mon père venait me chercher avec son camion trafic, avec mon nom en plus en gros, j'en avais un peu honte, quoi, tu vois. Et je m'en veux aujourd'hui, en plus, j'ai perdu mon père là, alors que c'est mon héros. Mon père, ça a toujours été mon héros, parce qu'il avait toujours la solution à tout, etc. Mais tu vois, on te met dans une telle société que tu peux avoir honte même de tes parents, qui te donnent à manger, quoi. Très fort le conditionnement. Ouais. C'est juste hallucinant, quoi. Tu te dis, mais merde, alors que l'artisanat, il n'y a rien de plus beau. Je regarde pas la télé. Le seul truc que je trouve admirable de la télévision, c'est que ça valorisait en ce moment des pâtissiers, parce que je vois toujours les meilleurs cuisiniers. Cuisinier ou pâtissier, t'en chies, hein. Tu vois, c'est dur. Tiens, si ça peut permettre de provoquer des vocations, c'est génial. Tant mieux. L'artisanat, premier employeur de France, première entreprise de France, c'est vachement bien de créer des choses de ses mains. Alors c'est compliqué, hein, parce que vous êtes seul, parce que moi j'ai monté la boîte, je peux te dire que il faut avoir de l'énergie. Il faut avoir de l'énergie, parce que le roi te prend de l'argent, toi t'en as plus beaucoup. Mais en même temps, putain, tu crées quelque chose. Tu crées quelque chose, et l'artisan, moi mon père, quand il me disait, tiens, la station de métro dans laquelle tu passes, le carrelage, c'est moi qui l'ai fait. J'étais super fier. C'est la classe. Ouais. Je dis putain, le carrelage, c'est mon père. Il va lui survivre, etc. Mais sur le moment, tu dis putain, il était en train de poser le carrelage dans le métro. Imagine si je l'avais croisé avec une copine, quoi. Ouais, c'est la société. Tu vois ce que je veux dire, ça te conditionne, quoi. Et le bonheur, ça passe par là, par accepter la condition de vie dans laquelle tu es. Il y a pas de, voilà, un mec qui est maçon. Moi, je le vois. J'ai fait longtemps du foot. Le foot, c'est génial, hein, pour ça. Hein.
T'arrives sur le terrain, t'as plus le mec en col blanc, t'as plus le maçon, t'as plus le machin. T'es 11 et tu dois battre l'équipe d'en face. Voilà. C'est génial. Et tu te sautes dans les bras alors que voilà. Et je me suis retrouvé dans des dîners de fin de saison à discuter avec des mecs improbables. Mais et en fait, tu te dis, mais ce mec, il est vachement sympa, il est vachement intelligent. Parce que tu as peur des autres. Tu dis, il n'est pas en costume, il n'est pas dans sa BM, donc il n'est pas comme moi. La barrière. Et alors, c'est vachement bien la différence. Tout à fait. C'est vachement bien, quoi. C'est comme le mec qui dit, moi j'aime que les blondes, mais t'es un gros con. Les brunes, c'est vachement bien. Les rouges, c'est vachement bien. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, mais, tout est complémentaire, comme dans la nature. Mais bien sûr. Et puis, les sites de rencontres, il faut que tu te dises que tu aimes, mais tu sais pas ce que tu aimes. Une femme, quand tu la rencontres, ou un homme, quand tu le rencontres, tu sais pas que ça va être l'homme ou la femme de ta vie. Tu sais pas pourquoi, au détour d'une rue, d'un regard, d'un dîner chez des gens, tu vas avoir le coup de foudre. C'est vrai. Et voilà. Et si tu avais dit, non, mais moi je reste que sur les blondes, je serais pas avec ma femme depuis 25 ans qui est brune. D'ailleurs, tu as lancé un site internet. Oui. Qui s'appelle kundalinipeople.net. Ok. En fait, il permet à des gens de se rencontrer, des gens qui peut-être ont une autre façon de vivre que celle qui est imposée par l'ensemble de la société, une autre façon de penser, qui envisagent beaucoup de choses. La vie ailleurs, etc. Une autre façon de manger, de pas être complètement scotché face à quelqu'un qui comprend pas. Voilà, l'idée c'est de réunir une certaine catégorie. Alors, ça fait niche, c'est un peu dommage qu'on soit obligé de se réunir, si tu veux, mais en même temps, ça facilite tellement les choses parce que, encore une fois, c'est pas eux que j'incrimine, hein. C'est la société qui veut pas les avoir. Quelqu'un qui est végan arrive dans un dîner, on va dire, un peu compliqué. Hein. Compliqué. Voilà, tout de suite, regarde, moi je mange peu de viande. Tout de suite, c'est putain, on t'a fait ça, on t'a fait ceci. Alors j'ai dit, les gars, je suis pas extrémiste, hein, donc si vraiment un jour vous avez vous faire de la viande, voilà, c'est pas de problème. Mais je déteste les extrêmes, moi. Donc quoi qu'il en soit, mais quoi qu'il en soit, dès que t'es en marge de la société, t'es stigmatisé. Donc j'ai voulu prendre ces gens qui étaient en marge de la société. Et puis d'en créer une communauté, donc kundalinipeople.net, les gens se rencontrent, les gens peuvent dire, tiens, tu sais qu'à Brocéliande, j'ai vu des elfes, j'ai vu des fées, j'envisage, voilà, les fondamentaux, j'aime la nature. Si BTLV marche, c'est parce qu'on a voulu professionnaliser tous ces sujets, en fait. Sur la toile, il y a plein de gens qui font plein de choses, mais c'est avec une webcam, avec des petits moyens. Moi, j'ai amené les moyens du mainstream, du broadcast professionnel sur la toile. Les émissions de télé qu'on fait, elles passeraient sur TF1, personne n'y verrait à redire. Les émissions de radio, elles pourraient passer sur Europe 1, personne ne pourrait rien dire. C'est professionnel, c'est calé, c'est avec des gens. Tu viens du secteur, donc tu maîtrises le sujet. Secteur, je maîtrise, donc voilà. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait le succès de BTLV, c'est le professionnalisme qu'on retrouve sur cette chaîne. De toute façon, tu peux pas demander à des gens de s'abonner à quelque chose si c'est pas pro. C'est évident. Voilà, donc j'essaie de faire de BTLV, du portail qui est btlv.fr, un lieu de convergence. C'est-à-dire que les gens y retrouvent de la radio, de la télé, des informations, de l'actu, des produits qui peuvent se procurer. C'est le lieu de rencontre de tous ces gens-là. Voilà. Aujourd'hui, c'est ça. Et professionnellement. Pas tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, on me propose plein de choses à mettre en vente sur mon site. Je dis non, j'ai que 2 produits à vendre aujourd'hui. C'est que 2 produits que j'ai testés, éprouvés et approuvés. Donc voilà. Et aujourd'hui, il faut se méfier dans ce secteur. Il y a beaucoup d'escrocs, il y a beaucoup de gens qui vendent tout et n'importe quoi. Tu sais, moi, par exemple, beaucoup m'écrivent en disant, est-ce que tu as une médium à me conseiller? Je dis au niveau de la déontologie, madame ou monsieur, je ne conseille personne. Je dis, vous écoutez la radio ou la télé, vous regardez ce que je reçois. Si jamais il y en a une qui vous parle, vous sentez qu'il y a un feeling qui se passe, vous la sentez bien, vous prenez contact. Mais moi, je ne vais pas vous proposer tel ou tel médium, parce que de toute façon, un médium, c'est comme un psy. Même si tu peux, toi, avoir le tien et tu le trouveras vachement bien, moi je vais le voir, je trouve que c'est un gros con. C'est clair. Et un médium, c'est pareil. C'est le feeling que tu as. C'est un échange, c'est une vibration, un médium, et vous en avez une autre. Tout d'un coup, ça se capte, boum, on rentre en contact, on peut voir des choses ou pas. C'est un rapport humain, quoi. C'est un rapport humain. On n'est pas obligé d'avoir le feeling avec tout le monde, hein, évidemment. Mais par contre, ça n'empêche pas de vivre ensemble. Voilà. Dans l'amour, quoi. Dans l'amour, ouais. Merci, Bob. Merci à toi. À bientôt. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Vous le trouverez assez facilement sur YouTube.
Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes C'est quoi le bonheur pour vous, qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante. Vous me retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on échange en direct. Et merci de nous laisser des messages ou des avis, des commentaires. Ça fait vraiment plaisir et je prendrai une grande joie à vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle route et je vous retrouve maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast C'est quoi le bonheur pour vous ?